Les 3 plus gros hacks crypto sont liés à des bridges. Ronin en mars 2021 pour 615 millions, Poly Network en août 2021 pour 610 millions, et le bridge cross-chain de la Binance Smart Chain pour 570 millions en octobre 2022. Alors tous ces fonds-là n'ont pas été perdus à jamais et certains ont été recouvrés, cependant ça montre quand même le manque de résilience à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on va parler d'une nouvelle narrative qui arrive. Jusqu'à présent, tu as déjà très probablement entendu parler du terme multi-chain, qui en plus d'être un bridge dont les fonds se sont fait dérober très récemment dans des circonstances assez spéciales, représente également le fait qu'il y a énormément de blockchains différentes et que les utilisateurs ont envie de pouvoir passer d'une blockchain facilement à une autre. La problématique, c'est la façon dont on fait le lien entre ces blockchains. Et quand tu veux passer d'une blockchain à une autre, il faut utiliser ce qu'on appelle un bridge. Le souci, c'est la façon dont fonctionnent et sont sécurisés ces ponts. Je te fais pas de dessin si les 3 plus gros hacks crypto sont liés de près ou de loin à un bridge. Alors pourquoi tout le monde s'attaque au bridge? Parce qu'il y a bien une raison là derrière. Voilà, donc j'ai fait un petit schéma pour t'expliquer ça. Ici, on a un bonhomme. Ce bonhomme-là, il veut bridger d'Ethereum vers Arbitrum et il va utiliser un bridge classique. Par exemple, le bridge multi-chain qui a eu un souci il y a pas si longtemps que ça. Disons même qu'il va aller vers Phantom parce que c'est justement la blockchain qui a eu le plus de soucis à cause de ça. Notre utilisateur, du coup, il a des USDC. Tac, ça c'est un USDC. Et notre utilisateur, il veut que ces USDC soient disponibles sur Phantom. Et ce qui va se passer quand il va venir bridger, c'est donc que ces USDC vont se retrouver bloqués dans un smart contract. Ce smart contract là, il est toujours sur Ethereum. Une fois que c'est bien arrivé, il y a une transaction qui passe effectivement hors blockchain et qui va donner l'information qu'il y a des fonds qui ont été reçus à partir de telle adresse. Du coup, de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que le bridge va créer des jetons qui s'appellent des multi-USDC. Il va venir les distribuer à l'utilisateur qui a envoyé la première transaction sur Ethereum. Sauf que ces fonds-là sont distribués sur Phantom. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les USDC qu'on retrouve ici sur Phantom, ce ne sont pas vraiment des USDC. Ce sont des jetons qui ont été mintés par un multi-chain. Et c'est multi-chain qui, d'une certaine façon, garantit que si tu lui renvoies ces multi-USDC sur le bridge du côté Phantom, et bien de l'autre côté, lui pourra te renvoyer la quantité équivalente en USDC, vrais USDC, sur Ethereum. Mais le gros problème, et ce qui s'est passé très récemment, c'est que les fonds qui étaient disponibles sur le bridge d'Ethereum, eh bien ils sont retrouvés dans le wallet d'un hacker. Alors pour le moment, c'est pas encore 100% sûr que c'est un hacker, et la piste que c'est le gouvernement chinois, oui le CCP, qui a la possession de ces fonds-là n'est pas du tout écartée. Et du coup maintenant, c'est là que les ennuis commencent. Toi tu as ton multi-USDC sur Phantom, tu veux peut-être le rebridger vers Ethereum. Sauf qu'il n'y a pas les fonds, ils sont pas là. Du coup tu peux pas bridger de l'autre côté, et du coup tes multi-USDC sont bloqués sur Phantom. Mais surtout, il n'y a pas de collatéral sur Ethereum. Ce qui veut dire que tes multi-USDC n'ont plus aucune valeur en théorie. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, le cours du multi-USDC va pas aller à 0 directement, et il va varier en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs pensent qu'il y a une chance de récupérer leurs fonds ou pas. Et pour information, oui, à l'heure actuelle, l'USDC traite comme un shitcoin sur Phantom, avec un USDC à 26 centimes. Comme tu peux t'en douter, tout ce système-là, il est loin d'être optimal. Et ça, c'est un problème qu'on a depuis un paquet de temps, sauf que maintenant, on a enfin des solutions qui commencent à voir le jour et surtout des solutions qui commencent à être utilisées. Et c'est donc cette narrative-là, avec ces solutions-là, qu'on va pouvoir qualifier d'omni-chain. Mais plus que ça, tu vas pouvoir le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, ça permet également de faire d'autres choses très intéressantes. On a déjà une première piste de solution avec Layer 0, qui a développé un standard qui s'appelle l'OFT pour Omni-Chain Fungible Token et qui permet d'avoir un type unique de token qui est reconnu sur n'importe quelle blockchain qui est compatible Layer 0. Et ici, à la place de devoir utiliser un bridge avec un système de wrapper, avec Layer 0, quand on veut bridger un token, ce qui va se passer, c'est que le token va être brûlé du premier côté. Du coup, ici, il va tout simplement disparaître de la circulation. Il va être minté, du coup créé de l'autre côté, pour être renvoyé à la même personne ou à une personne différente si spécifiée dans la transaction. Ce qui fait qu'on se retrouve pas avec un énorme coffre-fort que tout le monde essaye d'attaquer, comme dans le cas de Multichain par exemple. Mais à savoir qu'il n'y a pas que Layer 0 qui travaille là-dessus. On a également Axelar qui propose quelque chose d'assez similaire. Et pour avoir récemment utilisé leurs produits, ça fonctionne très bien. Et pour aller plus loin, parce que c'est un sujet quand même plutôt compliqué, il y a Uniswap qui a sorti tout un papier au niveau des bridges, pour expliquer qu'est-ce que chez eux ils attendaient d'un bridge pour pouvoir utiliser ces assets. Autant te dire que c'est un petit peu la bible sur le sujet. Et eux de leur côté vont recommander principalement l'utilisation de Wormhole et de Axelar, avec Layer 0 qui est juste derrière, pour lequel ils recommandent un petit peu plus de décentralisation avant de permettre l'utilisation sur Uniswap. C'est d'ailleurs précisé dans la description que normalement suite à une prochaine mise à jour, ce sera réglé et ils seront acceptés. Si ça t'intéresse, je te mets la ressource en description concernant ces différents produits. Layer 0 n'a pas encore de token et on est en train de le chasser via un possible airdrop. Axelar est également live et disponible en mainnet. Il a son propre token qui se classe en 230e position.
avec une market cap à 115 millions et une FDV à 376 millions. Au niveau du graphique, il fait un petit peu la tête, mais sachant qu'il a été lancé en octobre 2022, effectivement, il n'a pas vraiment eu trop l'opportunité de briller pour le moment. On peut également noter ZetaChain qui est encore sous la forme de testnet qui propose quelque chose de similaire. Et pour celui-ci, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne pour participer au testnet et peut-être recevoir un airdrop un jour. Maintenant que tu es un petit peu plus familier avec ces infrastructures, la question c'est qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus? Et c'est là que ça va particulièrement nous intéresser. Alors comme tu t'en doutes, l'utilisation principale c'est de faire des bridges, mais ça pourrait très bientôt changer. On a déjà vu des applications qui permettent de faire du cross-chain swap en utilisant Layer 0, par exemple Woofy, Mugen ou encore Interport, mais on commence également à voir différentes autres solutions plus avancées qui utilisent ce genre de technologie. Pour le coup, je vais plus parler de ce qui se passe du côté de Layer 0 parce que je suis vraiment familier avec cet écosystème. Au niveau des grosses avancées, ce qu'on pourrait voir se développer, ce sont des projets qui permettent de faire du lending borrowing avec une pool unifiée sur toutes les blockchains. Disons que tu veux faire du lending borrowing, tu vas peut-être utiliser AV. Et un des problèmes d'AV, c'est que la liquidité est fracturée. Elle est fracturée sur différents marchés avec un marché pour différentes blockchains, notamment les plus grosses. Mais maintenant, imagine si on pouvait avoir un marché global à ce niveau-là. On pourrait faire du lending borrowing unifié sur différentes blockchains en même temps. Et tu peux directement emprunter contre ce que tu as prêté sur la première blockchain sur une deuxième blockchain. Ça permettrait également de rajouter du collatéral, peu importe la blockchain sur laquelle tu es. On a pu voir une première idée de ça sur Radiant, mais le souci de Radiant, c'est que la vision n'est pas à 100% réalisée. Par exemple, ici je suis sur Arbitrum, et comme tu peux voir, j'ai un dépôt d'environ 770 $. J'ai pas d'emprunt, mais si je voulais, je pourrais très clairement emprunter sur Arbitrum. De sélectionner un token, peu importe lequel, ici par exemple du DAI, et comme tu peux voir, je peux emprunter jusqu'à 540 DAI. Maintenant, le truc, c'est que Radiant se vend un petit peu comme Omnichain. Mais en réalité, si je vais sur la Binance Smart Chain, du coup que je switch de réseau, et bien comme tu peux voir, il ne détecte absolument pas mon dépôt, et en plus de ça, je suis dans l'incapacité d'emprunter quoi que ce soit, alors que j'ai bien un dépôt sur Arbitrum. Alors effectivement, ça résout pas forcément le problème, même si ça prétend le faire. En réalité, il y a un projet qui est en train de construire là-dessus qui s'appelle Tapioca, qui d'ailleurs ont un site web qui est très joli et super bien foutu, et qui propose vraiment de résoudre ce problème-là. À l'heure actuelle, il est encore en testnet, et c'est un testnet qui est ouvert, donc j'ai eu l'occasion de le tester, et ça fonctionne vraiment très bien. Et il a également la particularité de lancer un stablecoin collatéralisé par ses dépôts Omnichain. A noter également que la bêta est en phase 3 et que c'est la dernière phase avant le lancement en mainnet, même si je n'ai pas encore trouvé de date exacte. Mais en tout cas, c'est un projet que je surveille de très près à ce niveau-là. Et dans la même veine, même si on est plutôt au niveau d'une layer, il y a également Entangle dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus en détail dans une vidéo qui arrive, parce qu'on fera également une chasse aux airdrops sur celui-ci. Et oui, tu l'auras peut-être remarqué, j'essaye de caler les vidéos airdrop là où je fais des vidéos un petit peu plus explications également. En tout cas, sur les mêmes sujets. Oh, et j'oubliais de mentionner avant de terminer la vidéo, Chainlink est aussi en train de se positionner sur le créneau avec son CCIP, qui est également un standard d'interopérabilité entre les différentes blockchains. Donc ouais, c'est très clairement un créneau sur lequel il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et ça bouge beaucoup. C'est difficile à l'heure actuelle de désigner un grand gagnant, même si Layer 0 a l'air d'être le mieux positionné pour le moment. On peut également prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes qui farment Layer 0 et donc que ça booste énormément son score. Je pense qu'il faudra attendre au moins quelques mois après la sortie du token pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe à ce niveau-là et pour avoir un autre point de comparaison. En tout cas, merci de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!